Bonjour à tous. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'UJT. Nos amis québécois parlent plutôt de TJU. Voilà, c'est bon à savoir. Composant que j'avais étudié, je pense, en 1976, lorsque j'étais encore étudiant. Je l'avais étudié, mais pas exploité. On l'avait passé vite fait en cours. Voilà, donc j'en ai retrouvé un dans mes tiroirs de vieux composants que j'ai récupérés chez mes parents. Du coup, j'ai cherché si j'avais encore le cours, parce que tout ça c'est quand même assez lointain. Et voilà, je me suis remis à étudier ce composant. Ben oui, je l'ai dans mes tiroirs, donc il faudrait bien que je l'utilise un jour. Voilà, donc j'ai dû démystifier un peu tout ça. Ça n'a pas été évident, je me suis aidé, j'ai travaillé aussi sur le web, hein, voilà, donc à force eh bien d'étudier ça, de regarder ses paramètres, etc., j'ai pris des notes, et à la fin j'ai dit mais autant mettre tout ça dans une petite note de calcul. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait un document sous forme de notes que je pourrais indicer selon vos remarques, tout en restant malgré tout dans la, on va dire dans l'idée de ce que j'ai voulu écrire. Voilà, j'essaierai de la faire vivre pendant un moment. Si vous avez des remarques, vous les ferez passer via les commentaires de la vidéo. Et puis j'espère bien que mes collègues Benito et Bernard participeront aux remarques à faire remonter. Voilà cette note, comment elle se présente. Voilà, création du document. Là, un petit résumé. Et ici, vous avez le sommaire. Voilà, et donc je vous propose de passer directement à l'étude de ces paragraphes, tout en sachant que nous allons aller très vite, parce qu'après je vais plutôt me concentrer sur des petits schémas d'application. Donc le sommaire, le voici. Donc tout d'abord, nous allons présenter rapidement le principe de l'UJT. Alors il faut savoir que je vais travailler essentiellement sur le simulateur LTSpice et avec le modèle de l'UJT 2N2646. Et d'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement Valérie Malzin qui m'a modélisé ce composant. Je ne suis pas habitué à modéliser les composants pour les réintroduire dans LTSpice. Voilà, donc il me l'a fait, vous l'aurez à disposition. Donc ensuite, on va déterminer le VPIC, le VValet, la résistance interbase, et chacune des deux résistances, ainsi que le rapport entre les deux, qu'on appelle état. On va regarder rapidement le relaxateur. On va déterminer le courant d'avalanche et on va regarder la méthode pour estimer le temps de décharge de C1. Ça sera, on va dire, le front de descente. Bien, je pense qu'on peut y aller. Alors, présentation rapide sur le principe de l'UJT. Eh bien, l'UJT, tout simplement, c'est ce composant, c'est un élément avec une base, pardon, deux bases et un émetteur. Il se représente un peu de la façon suivante, de manière intrinsèque. On a RB2 et RB1. RB qui, en fait, sont la résistance du barreau de silicium, en fait. Donc, qui sont fixes pour RB2 et fixe à moitié pour RB1, c'est-à-dire tant que le transistor sera bloqué, RB1 sera fixe. Par contre, dès qu'il va se mettre fonctionner en état transistor,
nous allons avoir un effet d'avalanche qui va faire en sorte que RB1 va chuter de manière ultra rapide. Voilà un peu ce que comment ça se représente. Donc ici, on l'alimente hein, dans ce sens-là. Et là, ici, c'est la tension que l'on présentera sur l'émetteur. Alors, la caractéristique essentielle de l'UJT se traduit par cette courbe, hein, qui, en fait, on voit en fonction du courant d'émetteur, donc émetteur base B1, et bien la tension qui va correspondre entre émetteur et base B1. Voilà. Donc on voit qu'on va atteindre un pic qu'on appelle V pic, et ensuite on va avoir, dès qu'on va atteindre cette tension, on va avoir un effet d'avalanche mis en fonctionnement de l'effet transistor, et donc on va baisser brutalement en termes de tension pour atteindre une tension que l'on appelle V vallée, et qui va représenter un peu le moment où l'effet transistor s'efface. Alors par contre le V pic, le transistor, lorsqu'on a atteint cette tension, le transistor, la jonction ne conduit pas encore tout à fait, on est à la limite. Donc le V pic, en termes de courant IEB1, sera très proche de l'origine. Hein. Voilà, ici la courbe est un peu exagérée. Voilà, détermination du V pic. Alors ce qu'il y a de bien avec LT-Spice, c'est qu'on peut faire plein de simulations, ça marche très très bien. Donc comment on va déterminer V pic? Eh bien, on va repartir sur la courbe de tout à l'heure, on va injecter un courant ici, et bon, la résistance là, on l'oublie, hein, c'est juste pour pouvoir suivre la valeur de ce courant lorsqu'on veut le suivre. Cette résistance, on l'oublie, elle ne sert pas pour l'instant. Voilà, ici c'est pareil, R2, j'ai mis une valeur très faible, et j'ai même mis une valeur très faible, enfin 0, puis 50 pour R1. Et puis on peut prendre différentes valeurs de tension pour V1. Voilà, donc ici, alors pour V pic, on va faire une faible excursion en courant. Voilà. On va prendre V vallée. Voilà, donc bon, pour l'instant on est à 50 ohms, on va mettre 0. On va mettre 0. 0, ok. Voilà, donc ici par contre, on va aller mettre une faible valeur, 0.1235. Voilà, attention aux unités, hein. Et on va regarder, c'est cette valeur-là qui nous intéresse. On va aller la regarder. Et on pourra prendre le courant de R5 également. Voilà. Donc on a dit VE. Et on va prendre IR5. Voilà. Donc la courbe n'est pas belle. Pourquoi elle n'est pas belle? Eh bien, on va y revenir ici. C'est parce que j'ai pas assez au niveau des points d'incrémentation. Ils sont trop éloignés. Allez, on en rajoute 2. Voilà. Après, bon, si on en met trop, c'est très lent. Voilà. Donc là, on voit bien le V pic qui se situe ici quelque part. Alors, on va augmenter ici, V pic. Voilà, on voit qu'on est aux alentours de 3,43. C'est la valeur qu'on va lire ici. Regardez. Voilà, 3,43. Et voilà, ben, le courant, l'ordre de grandeur, vous voyez que le courant, voilà, on a l'échelle des courants ici, est très faible. Hein. Voilà ce qu'il en est. Alors, je ne vais pas faire l'expérience avec les différentes valeurs de tension. Hein. Simplement, je vous demande de me faire confiance. Voilà, vous pourrez faire les essais. Vous pourrez voir également que vous mettez une résistance de base de 50 ohms ou de 0 ohms, vous trouvez la même chose.
Voilà, maintenant je propose que nous passions au test pour déterminer la tension de vallée. Eh bien, pour V vallée, nous allons procéder de la même façon. Simplement, on voit que la tension de vallée est plus éloignée de l'origine. Hein. Donc, on va faire un balayage en courant avec une plus grande amplitude. Si vous voulez le reproduire chez vous, vous avez les valeurs ici. Donc, je reprends le même schéma. Là, ici, on va les mettre 50 mA. Et là, on peut réduire au moins d'une décade le step. Parce que là, on est quand même sur des valeurs plus importantes. Voilà. Donc là, on voit la tension de vallée qui est ici, qui est aux alentours de, on va dire, de 1,3 volts. Est-ce que c'est la valeur attendue? Oui, 1,32, hein, puisque je suppose que la résistance est de 0. Ici, voilà, j'ai mis 0. Hein. Si on mettait 50, eh bien, on aurait une valeur un peu plus importante, parce que vu la valeur du courant, eh bien, la chute de tension serait pas négligeable. Voilà, là nous avons donc V vallée. Très bien, donc c'est assez facile à faire. Alors continuons. Maintenant, nous allons regarder RBB, qui est donc la résistance interbase. Alors je fais une petite parenthèse, surtout pour celles et ceux qui trouvent que c'est un peu rébarbatif, c'est pas grave, vous n'aurez qu'à passer la partie présentation de la note pour passer directement au montage et lire la note plus tard. Voilà, alors ici pour la résistance interbase, eh bien, tout simplement, c'est la résistance intrinsèque entre les deux bases lorsque le transistor est bloqué. Donc pour le rendre bloqué, ben, on va mettre son émetteur égal, la tension d'émetteur et la tension de base égale, et puis on va appliquer une tension, différentes valeurs de tension, vous verrez que la résistance n'évolue pas, et puis faites pas attention, c'est mon perroquet qui se met à parler. Voilà, et on va regarder ce qui se passe. Alors, RBB, il est là. Voilà, donc je suis à 5 volts ici. Est-ce qu'on peut voir? Alors, il faudra faire attention. Il faut toujours se méfier avec LT-Spice, les conventions qu'il prend par rapport au courant. Parfois, vous allez avoir un courant qui ne va pas aller, il va donner un signe qui n'est pas celui que vous attendez. Donc, à vous de le corriger, à vous de garder votre attitude interrogative sur le sujet. Hein, voilà, ici, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Toujours regarder. Voilà, stop time. Voilà, oui, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc on va regarder la tension VBB et le courant. Et je vais vous montrer une petite astuce. Alors, VBB et IV1. Donc on voit en fait que les deux sont purement constantes. Par contre, il faut faire le calcul. Il faudra diviser 5 volts par 0,8 mA pour avoir la résistance interbase. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Petite astuce LT-Spice. Vous voyez ce qui est marqué ici? Alt plus double clic pour entrer une expression. Donc on va le faire. Alt, double clic. Voilà. Je déplace un peu ça pour voir un peu ce que je fais. J'efface ça. Et là, on va pas mettre d'expression égale quelque chose. Hein. On va simplement mettre la formule. Donc la résistance, c'est VBB divisé par courant dans V1. Il faut le reprendre exactement de la même façon. V divisé par V. Non, pardon. Par I de
il l'a pris. Alors là, vous voyez qu'on trouve une valeur de résistance, elle est négative. Mais oui, parce que le courant ne va pas dans le sens attendu. Mais vous voyez qu'on trouve, regardez en bas à gauche, on trouve 6,127. Et j'ai mis, en kilos hein, bien sûr, j'ai mis 6,130. Donc voilà, en kilos bien entendu. Voilà, là vous avez RBB. Ensuite, alors ici, on ne va pas rebalayer tous les calculs, hein. Tout simplement, vous avez ma méthode pour, connaissant RBB, eh bien, connaissant VP, connaissant un certain nombre de choses, eh bien, on va pouvoir en déduire, et toutes les valeurs sont dans le tableau 6, les valeurs de RB1, RB2, et de ETA, qui est on va dire, le rapport potentiométrique de R1 et RB2, tel qu'il est donné dans la datasheet. Voilà, là je passe. Ensuite, le relaxateur. Alors le relaxateur, vous aurez ici la formule de calcul pour la dent de scie. Je ne m'étends pas là-dessus parce que vous allez trouver des logs, etc. Ça va être un peu long à expliquer. Donc le relaxateur, nous allons prendre le schéma ici. Donc c'est vraiment le relaxateur basique. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On charge le condensateur via la résistance R3. À la mise sous tension, on considère que le condensateur est complètement déchargé. Bon, une fois de plus, hein, on oublie cette valeur de résistance. Celle-là, elle n'est pas obligatoire, elle est là un peu pour stabiliser en température le comportement du transistor. Ça remédie un petit peu à son bon fonctionnement, sa stabilité. Et puis, on va voir que ce condensateur va se décharger lorsqu'il va atteindre V pic dans R1, jusqu'à temps que sa tension atteint V vallée. Et ensuite, on va redémarrer une charge. Cette fois, on ne va plus démarrer de 0, on va démarrer de V vallée jusqu'à V pic, etc., etc. Donc, regardons VC2 et VR1. Voilà ce que ça donne. Voilà, on voit bien la rampe avec la durée étant proportionnelle au log de la différence entre la tension max et la tension min sur le condensateur. Et ici, vous avez le fameux pic. Voilà. Alors on peut voir que ce pic atteint une valeur non négligeable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va déterminer le courant d'avalanche. Eh bien, pour déterminer le courant d'avalanche, on va regarder le même schéma et puis on va mesurer les courants au moment de l'avalanche. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est IR1. Alors, IR1, IR2 et IR5. 1, 2, 5. Voilà, alors on a forcément des pics. Hein. Alors, R1, c'est la base, voilà. Alors, le courant d'avalanche, c'est plutôt IE. Hein. IE étant R5. Voilà. Le courant dans R5, c'est en noir.
Voilà, on peut voir la somme des différents courants. Hein. Alors, non, le courant R5, c'est en rouge, pardon. Le courant IR2, ben, en fait, il évolue peu en fonction de l'avalanche. Voilà, donc ici, on a des valeurs à peu près identiques. Bon, sauf encore une fois hein, qu'il faut faire les corrections nécessaires au niveau du signe. Alors, on voit que le courant dans R1 est légèrement supérieur au courant passant dans l'émetteur. Bah, tout simplement, il y a le courant qui provient du barreau de silicium. Voilà, donc en fait, le courant d'avalanche, on l'a là. Voilà, c'est un pic qui fait à peu près, voilà, 24,9 mA. 24,9 mA. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis quelque part. Voilà. Voilà un peu. Ici, vous avez quelques calculs. Voilà, 25 mA. Voilà, j'ai mis là. 25 mA, les différents courants et la tension. On peut donc, à partir de ce courant, déterminer quel sera le pic sur VR1. Voilà. Alors, maintenant, ici, vous avez, on va dire, une méthode pour déterminer le temps de charge, le temps de décharge, pardon, de C1. Alors pour temps de charge C1, donc en fait, on va aller prendre VC1 uniquement. Voilà, VC1. Voilà. Voilà. Et là, en fait, la méthode, on va la lire hein, ici. Hein. Il suffit de zoomer sur cette partie-là. Voilà. Et là, on a le temps de décharge. Eh bien, ici, j'ai présenté une méthode qui permet un peu de le calculer. Donc, grosso modo, c'est le condensateur qui va se décharger jusqu'à atteindre la tension de vallée, donc de V pic à V vallée. Et il va se décharger dans quoi? Dans R1 et aussi dans ce que j'appelle la résistance intrinsèque d'avalanche. Voilà, donc là moi j'ai fait un petit calcul, j'ai trouvé 14 microsecondes et j'ai mesuré 20. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Voilà, c'est terminé pour les notes. Maintenant nous allons passer au montage. Au montage, eh bien, le relaxateur classique, on l'a déjà vu. On va regarder le relaxateur à courant constant. Eh bien, le relaxateur à courant constant, eh bien, son avantage, c'est que va nous permettre, on va voir Vcondo, il va nous permettre d'obtenir une rampe à Vcondo, une rampe linéaire. Ouais, linéaire. Eh bien oui, hein, tout le monde sait que si on charge un condensateur avec un courant constant, on va obtenir une pente linéaire. Voilà, ça, on n'aura plus l'effet logarithmique, pardon. Le schéma, comment il fonctionne? En fait, voici mon générateur de courant qui est ici, et on charge ce condensateur. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que ici, pour calculer le courant, ça sera la tension aux bornes de R5 divisé par R5, on aura le courant. Cette tension, on la détermine ici via ce pont diviseur, et cette diode ici permet de faire en sorte que eh bien, les dérives de la jonction là seront compensées par les dérives dans la diode. Et la tension sur R3 sera égale à la tension sur R5. Voilà, donc là le courant I de R3 est égal à V de R5 divisé par R3. Et V de R5 est égal à V1 moins 0,6 que multiplie R5
sur R5 plus R4. Voilà. Et donc, vous avez ici un petit calculomètre, voilà, qui permet, alors faites attention que on retrouve les mêmes valeurs hein, qui sont sur le schéma que vous allez vérifier. Mais vous verrez que vous trouverez les bonnes valeurs de la tempo. Alors je rappelle hein, que il y a une formule passe-partout hein, pour appliquer sur un condensateur qui se charge à courant constant. On va dire que I que multiplie la delta T est égal au produit la valeur du condensateur que multiplie le delta V. On connaît le delta V puisque c'est V pic moins V vallée. On connaissait, voilà, on connaît le courant, on peut déterminer la tempo, la constante de temps. Il faudra ici, j'ai rajouté dans la trame de calcul en fait, je calcule la tension entre émetteur et collecteur de Q1 pour être certain qu'il n'est pas saturé, parce que s'il est saturé, ça marchera moins bien. Voilà. Allez, à vous de vous amuser avec ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, alors on a fait ça, on fait courant constant, on va faire le générateur en marge escalier. Le générateur en marge escalier, on voit toujours un générateur de courant qui vient charger le condensateur. Ici, on voit qu'on a un deuxième UJT et qu'on exploite en fait le pic sur la résistance de B1. Attendez, je bois un peu d'eau. Sur la résistance de B1 pour venir faire entrer en conduction ou pas ce transistor. Alors, le pic étant pas dans le bon sens, j'ai dû mettre ce petit transistor BJT en plus. Donc en fait, les marches, comment elles auront lieu? Eh bien, à chaque fois qu'on va avoir un pic, sa durée très brève va permettre un step de charge dans le condensateur ici. Et voilà, ensuite on va interrompre la charge parce que le transistor ici sera bloqué. Par contre, la tension va rester. Il ne peut pas se décharger par là parce qu'on est inférieur à V pic, et il ne peut pas se décharger par là parce que le transistor est bloqué. Et voilà, etc., etc., on va charger. Et donc, nous allons regarder V condo et VR6. Alors, attendez. On va peut-être aller diminuer un peu. Oh, 3 secondes, c'est bon. Allons voir, V condo et VR6. Hein. C'est quel condo? Ça doit être là-bas. Et VR6. Voilà, on va agrandir. Voilà, on voit bien les marches. Et on voit bien qu'elles ont lieu au moment du pic. Au moment du pic, j'ai une incrémentation. Ensuite, le pic disparaît, le condensateur est chargé, etc. Voilà ce qu'il en est pour ça. Oui, donc ensuite on peut passer au relaxateur à courant constant différentiel. Vous allez voir en quoi ça consiste. Bon, j'ai imaginé ce petit schéma. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est de charger à courant constant le condensateur pour le premier relaxateur, donc tout à fait classique. Sauf qu'ici, au lieu de mettre un pont diviseur, j'ai mis une tension. Ça me permettait, durant les essais, de la faire varier. Bon, là, je l'ai mis fixe pour celle-là. Et ici, un autre générateur de courant qui va fonctionner avec un courant variable en fonction des échelons de cette tension. En fait, la tension ici aux bornes sera égale à V1 moins la tension de cette pulse. J'ai une espèce de créneau ici.
Et donc, en fait, bon, vu les valeurs à peu près, hein, on va avoir ici à peu près, vous voyez, on a 10,5 et 14,5. Voilà, donc on va avoir 10,5, 15 moins 10,5 moins 0,6, hein, donc 15 moins 11, 4 volts, ou eh bien, quasiment 0 volts. Voilà, et donc on va venir ici charger un courant constant, on va revenir ajouter un courant constant supplémentaire ou pas. Et donc ça va faire varier un petit peu ici sa pente, mais ça dépendra à quel instant on est sur ce générateur de créneaux. Donc on va regarder V condo et on va regarder VEMQ2. Alors au niveau de la simulation, ça va, elle n'est pas trop longue. Parce que des fois, après, on a le temps d'aller se servir un café. Alors on a dit VEMQ2 et V condo. VEMQ2 et V condo. VEMQ2. Voilà. Ok. On agrandit. Voilà. Ce qu'on va voir ici, c'est... On va se mettre à cheval sur deux valeurs. Voilà. Et là, on voit bien que selon le créneau où on est, eh ben, la fréquence n'est pas la même. Voilà. Donc, je vous laisse imaginer à quoi pourrait servir ce montage. Bon, je pense que on peut faire comme ça, en fait, des générateurs de bruit. Hein. Je pense que c'est surtout ça que je vois comme application. Voilà. Donc, ensuite, on va voir ce que... Ah, la dent de scie vibrante. Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Bon, les autres aussi, d'ailleurs. Ouais, mais celui-là est particulier. Celui-là, je l'ai inventé par accident, en fait. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Comme je le dis souvent, j'aime bien les oscillateurs. Et à chaque fois que je peux, j'essaie de faire aussi un montage. Parce que parfois, on le fait sans le faire exprès. Mais, c'est bien aussi de le faire exprès. Voilà. Malheureusement, là, j'y suis arrivé, mais pas tout à fait comme j'aurais voulu. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu? Je sais qu'ici, dans cette jonction-là, à un moment donné, quand je vais avoir mon effet d'avalanche, je vais avoir dynamiquement une résistance négative. Et cette résistance négative en série avec ce circuit LC pourrait normalement favoriser une oscillation. Alors, ça a été le cas. Malheureusement, ne pouvant rester en permanence sur cette zone dynamique de résistance négative, eh bien, mon oscillation finissait par s'éteindre. Par contre, voilà, j'avais voulu mettre un courant de manière à comment dire, maîtriser le courant d'avalanche. Voilà, bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Par contre, voilà ce que j'ai eu. Donc on va regarder VE. On va regarder VE, hein, je pense que c'est ça principalement qui nous intéresse. VE. Ah, c'est un peu long. Je sais pas pourquoi c'est 11 secondes. Attendez, on va l'arrêter. C'est trop long ça. C'est trop long. C'est trop long. On va pas mettre. Voilà, là c'est beaucoup trop. Hein. On va mettre 3 secondes. Sinon demain on est encore là quoi. Voilà, bon on voit qu'il est quand même en régime établi. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, dans le truc. Et ben voilà. J'ai inventé la dent de scie oscillante ou vibrante comme vous voulez. Là on peut bien voir hein, que c'est bien une oscillation. Et vous verriez que si vous alliez regarder la fréquence, hein, on peut le faire comme ça en fait. Hein.
vous auriez, je crois que la fréquence est 1 sur 2 pi racine de LC. Voilà, un autre montage. Pareil, hein, c'est plus pour faire du bruit ou des choses comme ça, faire vibrer quelque chose aussi. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va faire le flash. Voilà. Voilà le flash. En fait, ici, toujours la charge du condensateur. Là, je suis alimenté en 15 volts. Bon, ok. Et donc, quand mon condensateur va vouloir se décharger, il va se décharger dans D1, qui est une LED, hein, qui va s'allumer pendant un certain temps, un temps très bref d'ailleurs, mais avec une belle pointe de courant. Parfois peut-être un peu trop forte. La résistance ici a un petit intérêt, c'est que lorsque le condensateur se charge, avant pas que la LED soit allumée, eh bien le courant ici sera pas suffisant pour allumer la LED. Voilà. Donc ici, si on fait ça, on va regarder VC1, non pardon, VR10. Voilà, et là on a bien des pics. Alors on va aller regarder le courant aussi de VR10, on va voir qu'il est quand même important. Il est quand même important. Il est où ce courant? Ben, c'est le courant dans D1 en fait. Voilà, on voit qu'on a des pointes importantes. Alors, ce qu'on peut faire, ici, on pourrait mettre une résistance là, mais moi je préfère la mettre là. Mettons-la là, hop, mettons par exemple 50 ohms, et vous allez voir qu'on va réduire le courant et en même temps augmenter la constante de temps. Vous voyez que le courant est moins élevé. Hein. ID1 en rouge, enlevons VR10. Voilà, on n'a plus les 160 de tout à l'heure. Et là, on verrait qu'on a une durée un peu plus longue. Voilà pour le flash. Maintenant, on va passer au dernier montage. Si on a le temps, c'est le clignotant. Le clignotant, le voilà. Pas très courant celui-là. Toujours la fameuse charge, mais on voit que le condensateur n'est pas relié à la mâche. En fait, il se charge via la jonction de Q1. Donc en se chargeant, il sature ce transistor. Donc là, on retrouve 0 V sur R5. Ici, ça pourrait être une ampoule. Et lorsqu'on va atteindre la tension de pic ici, le condensateur va se décharger, mais cette fois comme ça. Allons voir VEU1 et VR5. Voilà, on voit bien ça. Donc en rouge, c'est le créneau sur Q1, et là c'est voilà, c'est la charge du condensateur. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc j'insiste, hein, n'hésitez pas à faire part de vos remarques sur la note. Faisons-la évoluer ensemble. Vos remarques, eh bien, vous me les faites via les commentaires de la vidéo. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis on se retrouve sur d'autres vidéos.